La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Nous allons repartir aujourd'hui, chers téléspectateurs, vers une époque bien lointaine, puisqu'il s'agit du temps des croisades. Je vais en effet vous présenter une figure tout à fait exceptionnelle de cette période, puisqu'il s'agit du roi Baudouin IV de Jérusalem, que l'on connaît généralement sous son nom de roi lépreux, qui a, malgré son infirmité, joué un rôle important dans le maintien des États de Terre Sainte dans la deuxième moitié du XIIe siècle. On sait comment se sont constitués ces États de Terre Sainte, le royaume de Jérusalem, après la prise de la ville en 1099 par Godefroy de Brouillon et les hommes de la première croisade, d'autres principautés aussi, notamment celle d'Antioche ou d'Édesse par exemple, ou de Tripoli, mais très vite, la situation des États chrétiens latins installés en Terre Sainte s'est révélée extrêmement fragile, difficile, dans un environnement musulman évidemment hostile. Dès 1144, c'est la perte du comté d'Édesse, ce qui sera d'ailleurs à l'origine d'une deuxième croisade qui sera sans résultat, et surtout un danger majeur se profile dans la seconde moitié du XIIe siècle, qui est lié à une personne, un chef de guerre musulman exceptionnel, à savoir Saladin, qui, à la tête de la dynastie ayoubide, qui a réussi à s'imposer à la fois en Syrie et en Égypte, constitue une menace évidemment tout à fait inquiétante pour le royaume de Jérusalem. C'est dans ce contexte-là qu'en 1174 disparaît le roi de Jérusalem, Amaury Ier, dont le fils Baudouin, qui doit lui succéder, est alors un enfant, et c'est un enfant qui est lépreux. Mais il n'en sera pas moins, dans ses jeunes années, un brillant chef de guerre. Il va aller combattre du côté de Damas, du côté d'Alep, notamment avec le comte de Tripoli, et en 1176 même, il va bousculer sérieusement le frère de Saladin, ce qui fera l'admiration des croisés installés en Terre Sainte. Nous connaissons tout cela à travers la chronique de Guillaume de Tyr, qui a été, entre autres, l'un des précepteurs du jeune roi. Il réussit, à force de volonté, durant son adolescence, à surmonter son mal. En effet, il aime le pouvoir, il a la conscience de la place qui est la sienne, à savoir être le roi de Jérusalem. Il a des qualités d'autorité pour cela, il manifeste une intelligence très vive, même s'il est affaibli évidemment par la maladie. Et il va devoir faire face, je le disais, à la menace que représente Saladin, qui en 1177 va attaquer le royaume de Jérusalem à partir du sud, à partir de l'Égypte, en se dirigeant vers Ascalon. Baudouin va aller s'enfermer dans cette ville, avec la vraie croix, une relique évidemment qui va contribuer à galvaniser les combattants chrétiens. Il va savoir profiter aussi de la dispersion
de l'adversaire, qui, sûr de sa supériorité, va s'adonner au pillage dans tous les villages de la région, ce qui évidemment va le mettre en position de faiblesse face à une réaction décidée du roi de Jérusalem. Et les choses n'étaient pas acquises. Saladin, d'après Guillaume de Tyr, aligne 27 000 hommes dans cette campagne. En face, Baudouin ne dispose que de 375 chevaliers, dont 80 templiers, conduits par leur grand maître Hugues de Saint-Amand, et une foule de piétons, de fantassins assez hétéroclite, en tout cas un rapport de force qui lui est extrêmement défavorable. Mais il va prendre l'initiative malgré cette situation, créer la surprise dans le camp musulman, dont les forces, je l'ai dit, étaient pas trop dispersées, et ça va se terminer par un massacre général des envahisseurs musulmans et par une fuite peu glorieuse de Saladin vers l'Égypte. C'est une grande défaite pour l'émir, que reconnaissent même les chroniqueurs arabes, d'autant que cette retraite s'est passée dans les pires conditions, avec des troupes dispersées dans le Sinaï, tenaillées par la soif et par la faim. C'est un événement spectaculaire qui va même prendre, dans le contexte de ce que sont les mentalités de l'époque, la dimension d'un véritable miracle. C'est la victoire donc de Montgisard, remportée le 25 novembre 1177, une victoire qui va sauver la Syrie franque et qui va contribuer évidemment à la gloire du roi de Jérusalem. Cela dit, les choses n'en sont pas moins difficiles. 2 ans plus tard, Baudouin est battu près de Panéas. Le connétable Onfroy de Thoron va même tomber à ses côtés pour protéger le roi, qui est malgré tout engagé au cœur de la bataille. Saladin est de nouveau victorieux en juin 79 dans la plaine de Mariaoun, avant que Templiers, force du comte de Tripoli, aient réussi à faire leur jonction pour l'affronter. Le grand maître du temple de Saint-Amand est même fait prisonnier à cette occasion. En août, Saladin va s'emparer de la forteresse du Gué de Jacob et va la détruire. Au même moment, un raid naval lancé depuis l'Égypte contre les côtes syriennes, notamment contre Saint-Jean d'Acre, va aboutir à la destruction de nombreux vaisseaux des croisés, et le roi de Jérusalem est dans ces conditions contraint d'accepter une nouvelle trêve, d'autant que son mal empire et qu'il lui est de plus en plus difficile d'exercer le pouvoir. Il n'a à l'époque que 20 ans, il faut le rappeler. Très vite, la lèpre va faire qu'il va se retrouver défiguré, pratiquement incapable d'utiliser ses mains, bientôt empêché de monter à cheval. Évidemment, c'est un véritable calvaire, c'est un chemin de croix qu'il doit endurer durant cette période, d'autant que la faiblesse supposée du souverain fait qu'à la cour de Jérusalem, les luttes de clans ont tendance à s'exacerber, ce qui évidemment ne peut qu'affaiblir le pouvoir royal. Eh bien, malgré tout, Baudouin va répondre à ce défi, alors que tout devrait l'encourager à rester sur la défensive au vu du rapport des forces. Eh bien, il va choisir l'attaque. Alors, l'attaque, vu son état, il n'est plus question pour lui d'aller combattre en première ligne avec ses chevaliers, mais la litière royale accompagne l'armée, toujours avec la vraie croix, qui est censée évidemment donner la victoire aux chrétiens. Il prend l'initiative, attaque ainsi la région du Oran au sud de Damas. Il va également se diriger vers la province
d'Alep. Vous avez des musulmans qui sont fidèles à la dynastie zengide locale et qui sont hostiles à Saladin, et donc il va nouer alliance avec ceux-ci pour contribuer à affaiblir son adversaire. Hein. Malgré tout, encore une fois, le rapport de force est quand même tout à fait défavorable. Hein. Ces États croisés de Terre Sainte sont une sorte d'avant-poste de l'Occident latin sur les côtes d'Orient, et même si de nombreux chevaliers effectuent ce qu'on appelle le voyage d'outre-mer, c'est-à-dire viennent renforcer les combattants chrétiens, il n'y a pas d'apport massif comme ce qu'a représenté la première croisade, par exemple, pour venir contribuer à la défense des principautés chrétiennes d'Orient. En 1183, en octobre 1183, l'armée royale, le souverain n'est plus à sa tête étant donné son état, l'armée franque va réussir à échapper à la destruction à proximité du mont Tabor grâce à la prudence de ses chefs, hein, le comte de Tripoli, Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, dont nous reparlerons, dans la mesure où Saladin ne va pas se risquer à attaquer la masse de cavalerie cuirassée que représentent les forces croisées. Hein, il n'a pas réussi à attirer les croisés, à fragmenter leurs forces. Finalement, il préfère renoncer. Hein, et les croisés ne sont pas tombés dans le piège de la poursuite que leur tendait l'émir Ayoubide. Hein. Cela dit, cet état des lieux, ce rapport de force qu'on a réussi finalement à stabiliser, ne signifie pas pour autant que les États de Terre Sainte sont sauvés, sont à l'abri du danger, d'autant que l'un des chefs croisés, l'un des chefs chrétiens, le fameux Renaud de Châtillon, va faire des siennes et susciter une réaction d'envergure du camp musulman. Hein, Renaud de Châtillon, seigneur de Kérac, hein, seigneur d'Outre-Jourdain, eh bien, il s'est mis en tête, en s'avançant dans la péninsule arabique, de prendre le contrôle des routes de la Mecque qui mènent au pèlerinage, pour pouvoir rançonner les pèlerins. Hein, il va même, en poussant jusqu'à Aqaba, au fond de la mer Rouge, envoyer des vaisseaux ravager, piller les côtes occidentales de la péninsule arabique, les côtes du Hedjaz, ce qui va être perçu évidemment par le camp musulman comme une provocation absolument insupportable, hein, et ça va contribuer à cimenter l'unité musulmane contre l'ennemi chrétien. Saladin ne peut tolérer une telle situation et va réagir en conséquence. Hein. Son frère Malik al-Adil va depuis l'Égypte intervenir en mer Rouge. Les bateaux, les vaisseaux de Renaud de Châtillon sont détruits, la mer Rouge est nettoyé de la présence chrétienne, et Saladin, lui, va assiéger le Krak de Moab, la citadelle donc de Renaud de Châtillon. Il engage un siège en règle avec des moyens importants, hein, du matériel de siège tel qu'on en disposait à l'époque, hein, où la polyurcétique était un art très, très avancé. Hein. Nous sommes en novembre 1183, mais l'armée royale arrive, l'armée du roi de Jérusalem arrive, hein, commandé par le comte de Tripoli, mais accompagné du roi. Et le simple fait que Baudouin accompagne l'armée, il bénéficie d'un tel prestige, ses victoires antérieures l'ont entouré d'une sorte d'auréole miraculeuse, et bien Saladin va renoncer au siège du Krak de Moab, de la citadelle de Renaud de Châtillon.
Châtillon. Et pourtant, le roi de Jérusalem est maintenant aveugle, il ne peut quasiment plus bouger, il y a maintenant un moment déjà qu'il ne peut plus monter à cheval, je l'ai dit, mais son seul nom et l'annonce de sa seule présence suffisent à faire fuir l'adversaire, encourage l'adversaire à renoncer à ses entreprises. Alors le malheureux Baudouin, qui n'a pas encore 25 ans, va mourir en 185 après 12 ans de règne. Hein. Il va faire l'admiration des historiens arabes qui vont reconnaître ses vertus, qui vont reconnaître ses qualités. Il a considérablement impressionné donc ses contemporains, y compris les ennemis. Hein. Et c'est effectivement une figure assez exceptionnelle de ce Moyen-Âge, pourtant riche en personnalités de ce type, hein, puisque malgré sa maladie, il a su maintenir en quelque sorte sa légitimité, il a conservé sur les siens une autorité à peu près complète, hein, parce que le personnage impressionnait considérablement ses proches, mais sa disparition marque un petit peu le début d'une crise majeure pour les États chrétiens de Terre Sainte, crise dont va profiter Saladin. Hein, 1187, ce sera la victoire de Hattin ou du lac de Tibériade, qui voit les forces chrétiennes complètement vaincues par celles de Saladin. Saladin qui va s'emparer de Jérusalem, qui va reprendre Jérusalem aux croisés, moins d'un siècle après le succès remporté par Godefroy de Bouillon et ses croisés. Cela va avoir des conséquences, puisque le retentissement qu'a en Occident la nouvelle de la perte de Jérusalem va pousser à la croisade plusieurs souverains, hein, l'empereur germanique Frédéric Barberousse, qui va faire mouvement vers la Terre Sainte, mais qui va se noyer en Asie mineure, en Anatolie, au cours de ce voyage, de cette expédition. Et puis surtout les deux rivaux, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, qui en 1190 vont gagner aussi la Terre Sainte. Philippe Auguste n'y restera pas très longtemps d'ailleurs, beaucoup moins motivé par la croisade que son adversaire anglais. Ça permettra de calmer en quelque sorte le jeu, de limiter les dégâts, cette troisième croisade, mais sans qu'il soit possible pourtant de reprendre Jérusalem. Ce n'est que de manière tout à fait passagère, du fait des manœuvres diplomatiques de Frédéric de Hohenstaufen, quelques années plus tard, que Jérusalem, pour un temps, va repasser dans le camp chrétien. De toute manière, cette Terre Sainte contrôlé par la chrétienté latine, ses jours étaient comptés, car le rapport de force, encore une fois, était par trop défavorable aux chrétiens, dans un environnement musulman hostile, surtout avec, après la disparition de Saladin, la montée au siècle suivant, la montée en puissance des Mamelouks d'Égypte, et c'est ainsi que en 1291, eh bien, Saint-Jean d'Acre, la dernière place chrétienne sur la côte syrienne, va finir par tomber entre les mains des musulmans. Ce sera la fin des États chrétiens de Terre Sainte, hein, la fin d'une histoire au cours qui a été particulièrement illustrée par ce roi lépreux Baudouin IV, qui est apparu comme un modèle pour ses contemporains. Nous allons
le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Lugan, qui est un habitué de notre émission Passé-Présent. Bernard Lugan, africaniste bien connu, qui a publié il y a quelques mois un gros ouvrage de synthèse de type académique sur l'histoire générale de l'Afrique du Nord, et qui nous propose aujourd'hui un ouvrage plus particulièrement consacré à l'Algérie, intitulé « Algérie, l'histoire à l'endroit ». Alors que l'on peut se procurer, Bernard Lugan, vous allez nous le dire? À l'Afrique réelle, aux éditions de l'Afrique réelle, donc en allant sur mon blog, Bernard Lugan, blog officiel Bernard Lugan, ou l'Afrique réelle, et tous les renseignements sont donnés. C'est un livre que j'ai édité, que l'Afrique réelle a édité et qui n'est pas en librairie. Voilà, qui n'est vendu que par correspondance. Hein. Alors bon, un livre fort bienvenu, puisqu'il y a quelques semaines, un certain ectoplasme bien connu est allé raconter en Algérie que la France était coupable de crimes contre l'humanité. Hein, on aura vraiment tout entendu du fait de ce personnage qui apparemment ne sait pas qu'il existe non plus une culture française, mais enfin qui est et qui pense que la Guyane est une île. Et qui pense que la Guyane est une île, enfin qui est tout à fait à l'image de ses sponsors d'ailleurs. Mais bon, il ne nous intéresse pas plus que ça aujourd'hui. Mais il faut expliquer effectivement aux Français ce qu'il en est de cette question algérienne, au-delà même de la période de la colonisation. Hein. Qu'est-ce que l'Algérie? Quelles sont ses origines historiques? Quelles sont les grandes questions qui se posent à son propos? Et vous répondez systématiquement à tout cela dans cet ouvrage, dont les chapitres se présentent d'ailleurs comme des questions sur un certain nombre de points, sur 10 points, qu'il est utile d'éclairer justement pour connaître l'Algérie, son histoire, sa réalité, et puis approcher au plus près ce qu'a été la relation entre la France et l'Algérie à travers l'épisode colonial. Alors, avant même d'évoquer l'épisode colonial, il y a une grande question que vous posez, c'est celle de la berbérité de l'Algérie, parce que pour le grand public français, l'Algérie fait partie du monde arabe, algérien, arabe, c'est quasiment synonyme. Vous nous expliquez que les choses, dans la longue durée de l'histoire, sont un peu plus complexes. Oui, je m'intéresse beaucoup à la question des Berbères. J'ai publié d'ailleurs une histoire des Berbères. Et si vous voulez, j'ai démarré mon livre par cela. Parce que, pourquoi ai-je intitulé mon livre « Histoire à l'endroit » ? C'est tout simplement parce que l'histoire de l'Algérie telle qu'elle est enseignée en Algérie et telle qu'elle est présentée en France est une fausse histoire. C'est une histoire construite. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. Indiscutable. Le deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas, c'est la France qui l'a créée. Et le troisième grand thème, c'est celui de l'unité du peuple algérien dressé contre le colonisateur français, ce qui est également une erreur, et je le montre bien. En 1961, au moment où sont signés les accords d'Évian, il reste 15 000 combattants en Tunisie, 13 000 combattants indépendantistes au Maroc, et il en reste 5 000 en Algérie. Ça fait donc moins de 30 000. Au même moment, il y a 250 000 Algériens qui servent dans l'armée française. Donc ce qui nous donne quand même une proportion tout à fait intéressante entre la réalité et l'histoire. Alors, je commence mon livre, et tout est construit autour de cela, par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est absolument magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Voilà. Que veut dire cette phrase ? Ça mérite d'être commenté. Oui. Cette phrase veut dire que quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, 1, que leur pays n'est pas arabe mais berbère, 2, que l'Algérie n'a jamais existé, 3, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes.
Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit mais c'est extraordinaire. Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, de psychologie, d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé 10 questions, 10 grandes questions. Voici les 10 grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose 10 questions. Je dis voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité. Et je démarre effectivement par la berbérité. Voilà. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN, qui est un mouvement totalement minoritaire, et qui va prendre le pouvoir au sein de la révolution algérienne. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui vont prendre le pouvoir fin 62, début 63, ce ne sont pas les combattants de l'intérieur, ce sont les combattants de l'extérieur, qui étaient en Tunisie et au Maroc, tranquillement, qui n'ont pas affronté les troupes françaises, alors que les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des Kabyles, des Chaouis, etc. Notamment les deux wilayas les plus actives, la 2 des Aurès et la 3 de Kabylie. C'était les berbères. Et donc, ce sont les combattants de l'extérieur, j'allais dire les planqués qui étaient en Tunisie et au Maroc, qui vont prendre le pouvoir. Et sachant très bien que leur pays n'existe pas, sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman. La berbérité n'existe pas, ou alors si elle existe, c'est d'une manière secondaire. Certains, le ministre de la culture algérien va même dire les berbères, création des pères blancs. Voilà, donc, retirant aux Berbères leur identité. La colonisation a divisé pour régner. Tout à fait. La colonisation a créé le fait berbère pour régner. Alors que finalement, le fait berbère est celui qui a combattu la colonisation. Oui. Parce que le seul moment de difficulté, ça a été à l'époque de Moukhani, qui était une révolte typiquement berbère. La conquête se termine pendant le Second Empire en Kabylie, et ensuite il y a la révolte de Mokrani en 71. Tout à fait. Qui commence en 70 d'ailleurs. Elle commence en... Et ceci est fondamental. Donc dès le départ, une fausse histoire a été écrite. Une histoire arabo-musulmane. Et dans cette histoire-là, tout ce qui se rattache à la berbérité est vu comme un complot contre l'arabe, un complot contre l'islam. Quelle est la théorie de ces nationalistes arabo-musulmans algériens? C'est de dire que, certes, il y a des berbères, mais ils ont disparu au point de vue culturel, au point de vue politique, puisque à partir du moment où ils se sont convertis à l'islam, ils sont entrés dans l'ère de l'arabité. Donc la berbérité n'existe plus. Et quiconque parle de berbérité nourrit un complot contre l'unité, contre l'État algérien. Donc, cette ambivalence, alors que l'Algérie est un pays très majoritairement berbère. Alors, je montre dans mon livre, et je pose la question, à mon chapitre 2, comment des berbères chrétiens sont-ils devenus des arabes musulmans? Bon, je résume un peu la question. Parce que le grand problème, c'est le suivant. Les Arabes, ethniquement, représentent une goutte d'eau dans l'océan berbère. Alors les dernières études génétiques qui ont été faites l'an dernier montrent, par exemple en Tunisie, la Tunisie qui est soi-disant le pays le plus arabe du Maghreb, le pourcentage ethnique, entre guillemets racial arabe, 4%. Alors imaginons l'Algérie et imaginons le Maroc. C'est une goutte d'eau dans l'océan berbère. Parce qu'au moment où se fit la conquête au 7e siècle, les Arabes étaient très peu nombreux. Et comme je l'explique dans mon livre, l'essentiel des troupes qui conquirent la Berbérie, le Maghreb, étaient des Berbères. Ce sont des Berbères de Libye. Ça, je l'explique dans mon précédent livre, l'histoire de la Libye. Les tribus Lahouata de Cyrénaïque, qui avaient un compte à régler avec les Byzantins, se sont jetés immédiatement dans les bras des musulmans, des arabo-musulmans, et c'est eux qui ont fourni la première troupe de conquête qui va permettre de conquérir l'Ifriqiya et l'actuelle Algérie. L'Ifriqiya, la Tunisie et l'actuelle Algérie. Et comme ces berbères de l'actuelle Tunisie et de l'actuelle Algérie voient arriver d'autres berbères, les Lahouata, ils les connaissaient très bien, parce qu'ils ont eu des alliances avec eux. Certes, une nouvelle religion, mais les berbères ont vu passer tellement de religions. Ils ont vu passer toutes les sectes chrétiennes, toutes les dissidences, toutes les hérésies chrétiennes. C'est une religion de plus, une religion de moins. Ce qui compte, c'est la langue. Ils parlent berbère comme eux. Donc pour eux, ce ne sont pas des envahisseurs.
Et quand ils vont se rendre compte que qu'ils sont envahis, ça sera trop tard. Ils auront été convertis. Et puis il y aura quand même l'émigration hilalienne au j'en suis pas siècle. Là, j'en suis au 7e siècle. Donc, première conquête, il n'y a pas d'Arabes. Et très rapidement, les quelques Arabes qui sont présents dans cette partie du Maghreb vont être expulsés. Parce que va éclater la révolte kharidjite quand les Berbères du Maroc, suivis par ceux de l'actuelle Algérie et ceux de l'actuelle Tunisie, vont refuser que le califat oriental leur appliqua la taxe qui est la taxe des dhimmis. En disant, mais nous nous sommes convertis, nous ne sommes pas des dhimmis. Pour le califat, c'était une source d'impôt en moins, une source de revenus en moins. Donc, ils se révoltent au nom du kharidjisme, c'est-à-dire hérésie musulmane, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les héritiers du prophète, ce qui serait une société féodalo-aristocratique, mais par les meilleurs de la communauté. Donc ils se révoltent, ils chassent les Arabes. Ce qui fait que jusqu'au XVe siècle et jusqu'au XVIe siècle, la quasi-totalité des entités politiques du Maghreb vont se trouver être des entités berbères. Donc les Berbères ont reconquis leur totale autonomie, entre guillemets, raciale, tout en étant musulmans. Vont arriver sur ces entrefaites les invasions des Hilaliens, au XIe siècle, XIe et XIIe. Les Hilaliens qui vont arriver d'Arabie et qui vont déferler, mais déferler oui et non, l'on a les visions d'Ibn Khaldoun qui sont un petit peu exagérées parce que l'on sait combien ils étaient. Sur un siècle et demi, ils ont été 200 000. 200 000 sur un siècle et demi, c'est-à-dire rien du tout. Sur un siècle et demi, moins qu'il n'y a de clandestins qui arrivent par la Sicile tous les ans en Europe. Donc on est, vous voyez, sur quelle échelle. 200 000 sur un siècle et demi dans un océan berbère. Or, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de se berbériser, ces envahisseurs vont arabiser un certain nombre de berbères. Pourquoi ? Et là, nous sommes au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est la religion et la langue. Ces envahisseurs vont dire, écoutez, pour véritablement vous rattacher à l'islam d'origine, et pour avoir une chance d'accéder au paradis, il faut que vous rentriez dans les généalogies arabes, puisque nous sommes le peuple qui a donné naissance au dernier envoyé de Dieu, le sceau des prophètes. Mohammed est le sceau des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophétie. Donc, si vous voulez avoir une chance d'accéder au paradis, il faut vous rattacher à nos généalogies. Et l'on va voir, et le phénomène est bien connu, de nombreuses tribus, ou des clans, ou des groupes berbères, qui vont abandonner leur propre généalogie et qui vont rentrer dans les kabilas arabes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire en Algérie, comme en Tunisie, comme au Maroc, dans les zones qui ne sont pas berbérophones, à des berbères, entre guillemets, raciaux, qui ont été culturellement, religieusement et linguistiquement arabisés et islamisés. Donc c'est un problème qui est fondamental. Mais ces Arabes, qui arrivent donc au 11e, 12e, 13e dans l'actuel Maghreb, ne vont pas prendre le pouvoir tout de suite. Ils vont jouer de leur force militaire pour appuyer tel ou tel chef berbère, car toute l'Afrique du Nord est encore à ce moment-là sous contrôle de royaumes berbères, aussi bien les royaumes marocains que les royaumes de Tlemcen, de Bougie, etc. Et ils vont, dans les querelles dynastiques inter-berbères, ils vont jouer sur tel et tel prétendant en échange de quoi ? Eh bien en échange de la remise de terre. Ce qui fait que ces tribus arabes vont monnayer leur force de frappe, vont dire les mercenaires de telle ou telle entité berbère, et petit à petit vont prendre de plus en plus de pouvoir. Jusqu'au XVIe siècle, fin XVIe, que se passe-t-il ? Le Maroc perd ses dernières dynasties berbères, et arrivent les dynasties arabes, et la Tunisie actuelle, l'Algérie actuelle, sont subjuguées par les Turcs. Donc, changement de régime, changement de pouvoir, et les Arabes vont devenir, dans l'actuel Maroc, la force de frappe du Marsène chérifien, du Marsène arabe, et la force de frappe du Marsène turc,
en Tunisie, dans l'actuelle Algérie et en Tunisie. Et c'est ainsi qu'ils vont se hisser à un rôle important, alors que démographiquement, ils ne représentent rien. Une arabisation. Si ceci n'est pas vu, on ne comprend rien à l'histoire ancienne de ces régions, on ne comprend rien à l'ethnogénèse et on ne comprend rien à la genèse historique de ces régions. Donc je pars de ce premier point, ces deux premiers points. Le premier grand mensonge, le mensonge des origines. Alors il y a une réflexion qui intervient souvent quand on se penche sur le Maghreb, c'est de constater que le Maroc s'est doté précocement d'un État, de dynasties successives, qui a une histoire d'un État marocain avec des centres de gravité qui ont varié, Fès, Marrakech, Meknès, etc. Alors qu'en Algérie, on n'a pas l'équivalent, mais certains ont pensé que le royaume Abdelwalid de Tlemcen ou que le royaume de Bougie aurait pu constituer ainsi un noyau initial autour duquel aurait pu s'agréger une Algérie qui aurait annoncé l'Algérie ultérieure. Alors que faut-il penser de cette comparaison, de cette confrontation ? C'est le titre de mon chapitre. Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créent l'Empire marocain ? Voilà. Alors cette idée de chapitre m'est venue il y a quelques mois en lisant une thèse qui a été publiée en Algérie par une historienne algérienne, très honorable au demeurant, consacrée à ce qu'on appelle le Maghreb central. Maghreb central, lire Tlemcen. Et dans laquelle elle développe sur 400 pages la thèse suivante. Tlemcen était la pré-Algérie. Ben non, Tlemcen n'a jamais été la pré-Algérie. Et Tlemcen, comme Bougie, n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, qui est que si vous prenez une carte, vous voyez l'Algérie, mais située au centre du Maghreb. À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. À l'est, ce qui va devenir la Tunisie, qui existait déjà sous forme d'État pré-national et même parfois de quasi-État national. Et à l'ouest, le Maroc. Ce qui fait que, et Bougie, c'est-à-dire que Bougie était une dépendance de Tunis, bien souvent. Et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Alors je me suis amusé à faire toute l'histoire chronologique de Tlemcen, par exemple. Et sur la période s'étendant entre le début du XIe et l'arrivée des Turcs, c'est-à-dire grosso modo sur 4 siècles et demi, 5 siècles, l'autonomie, la véritable indépendance de Tlemcen, autonome, ne dépasse pas 75 ans, et par période recoupée. Tout simplement parce que Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine, qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. Ce qui ne veut pas dire que Tlemcen n'a pas eu une renommée brillante. C'était une principauté excessivement brillante, mais je comparerais un peu Tlemcen aux reinos et taifas espagnols, c'est-à-dire des petites principautés brillantes culturellement qui peuvent être fortes pendant quelques années sous tel ou tel sultan parce que le sultan marocain est faible, et à ce moment-là, le sultan tlemcenite est fort, mais à aucun moment ça débouche sur un État. Tandis que le Maroc a créé un empire. Et le Maroc, à partir de Fès et de Marrakech, va créer tous les empires almoravides, l'empire almohade, les mérinides, etc. Donc rien à voir de ce côté-là. Et là encore, c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent, ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État. Et ils regardent, avaient l'air un peu jaloux, le voisin marocain, qui ne se gêne pas, lui, de le regarder d'un air un peu méprisant. Vous n'êtes que des parvenus, vous êtes une création. Parce que nous sommes un vieil État. Il y a ce rapport psychanalytique entre le Maroc et l'Algérie. Voilà, donc c'est fondamental. Et je consacre un chapitre à cela qui a pour titre, précisément, pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créent les empires marocains ? Oui, et puis quand les Français vont arriver en 1830, ces principautés-là ne pèsent plus depuis très longtemps, elles n'existent plus. Elles n'existent plus depuis la période turque. Oui, bien sûr.
Et alors, ce que vous rappelez aussi, c'est que l'Algérie telle que nous la connaissons, y compris à travers son nom, c'est une création administrative des Français. Oui, mais j'aimerais parler des Turcs. Parce que un des points nouveaux de mon livre, c'est également... Penchons-nous sur la question turque. L'on nous dit que l'histoire officielle algérienne nous dit l'Algérie n'a connu qu'une seule colonisation, c'est la colonisation française. La période turque ne fut pas une période coloniale parce que les Turcs n'étaient pas présents, et d'ailleurs à l'époque turque, il y a eu la naissance d'un sentiment prénational. C'est une idée totalement fausse, là encore. Nous le savons bien maintenant parce que les archives turques, les archives ottomanes, sont ouvertes depuis un certain temps, et il y a plusieurs historiens qui ont vraiment travaillé sur les archives ottomanes. Et le fonds algérien, la régence d'Alger, est excessivement important dans les archives ottomanes. Et l'Algérie, contrairement à ce qu'on nous dit, fut de toutes les possessions ottomanes d'Afrique du Nord, Égypte, Libye, Tunisie, celle qui resta le plus proche du pouvoir central turc. Et même si les Turcs étaient peu nombreux. Alors c'est un phénomène très intéressant, parce que cela s'est produit pourquoi ? Parce que l'Algérie était la marche frontière. L'Empire turc, l'Empire ottoman, va s'intéresser à l'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie et l'Algérie actuelle, pour pousser vers le Maroc et vers l'Espagne, de façon à prendre en tenaille la chrétienté. D'un côté, la mer Noire, les Balkans, remontent vers le cœur de l'Europe, vers Budapest, ils remontent vers toute cette région, et en même temps, ils vont contourner par le sud pour essayer d'arriver par l'Espagne. Et ils vont buter sur quoi ? Sur le Maroc. Et ils vont buter sur le Maroc, alors que le Maroc vient d'être chassé d'Espagne. La Reconquista, c'est terminé. Nous sommes dans des périodes. C'est terminé il y a 30 ans. Donc, ces ennemis héréditaires, que sont les Espagnols et les Marocains, vont s'allier contre les Turcs, contre l'ennemi commun. Et ils vont tellement bien s'allier que la grande offensive turque, qui va franchir la Moulouya, va être bloquée par l'armée marocaine. L'armée marocaine va commencer à ployer. Et qui va venir au secours de l'armée marocaine ? C'est le comte d'Alcaudete, le gouverneur espagnol de la garnison d'Oran et Mers el-Kébir, qui va prendre à revers les Turcs et qui va tuer d'ailleurs le Barberousse, qui est le chef de cette armée turque. Donc une alliance. Donc c'est vrai que l'actuelle Algérie, c'est la marche frontière. C'est la marche frontière de l'Empire. Et pendant tout le temps, il va y avoir des problèmes de guerre. Jusqu'au XVIIIe siècle, il va y avoir des opérations militaires qui vont être tentées par les Turcs au Maroc, etc. Il va même y avoir des moments où les Turcs vont réussir à rentrer presque jusqu'à Fès. Donc, comme c'est une marche frontière, la régence d'Alger reste très proche du cœur de l'Empire. Deuxième raison. Sur quoi repose le pouvoir des Turcs d'Alger ? Il repose sur la force militaire des tribus arabes, certes, mais surtout des janissaires. Or, les janissaires ne peuvent être recrutés qu'au sein de l'Empire ottoman. Les janissaires seront recrutés dans la mer Noire, dans les Balkans, mais il faut passer par l'autorisation du sultan. S'il y avait rupture avec la Porte, le sultan n'aurait pas permis à ses représentants d'Alger de venir recruter des janissaires. Donc, les représentants turcs d'Alger vont mener une politique très intéressante, à la fois de grande autonomie vis-à-vis du cœur de l'Empire, tout en étant très proches politiquement et culturellement. Et ils vont asseoir leur ottomanisme par une ségrégation raciale totale, c'est-à-dire interdiction des mariages, il y en aura, ce qui va donner naissance au Koulougli, etc. Donc ils vont se replier sur leur ottomanisme, ce qui fait que quand les Français vont arriver, eh bien, nous allons nous retrouver, nous, Français, face à une situation très claire, des sociétés algériennes qui vont voir le pouvoir colonial turc échapper, mais qui n'a pas été repris par un pouvoir national algérien. Et ce qui va d'ailleurs
poser des problèmes, à la fois à l'avantage et au désavantage des Français. Par exemple, à Constantine, les représentants, les descendants des colonisateurs turcs vont lutter contre nous, parce que dans l'Oranie, ils vont passer complètement de notre côté, et nos premiers alliés vont être justement à Tlemcen, ce seront les Koulouglis et les Turcs de Tlemcen qui vont passer de notre côté, qui vont nous fournir des unités avec un certain nombre d'éléments combattants, et avec les tribus marsennes. Eh bien, je crois que, à vous entendre, on devine aisément l'intérêt de cet ouvrage, la densité des informations qu'il recèle. Nous n'avons pu évoquer que des périodes assez anciennes, mais vous poursuivez évidemment en évoquant la colonisation française, toutes les grandes questions que celle-ci a posées. Vous évoquez, je le signale aussi, la fameuse manifestation d'octobre 1961. Je démontre qu'il y a eu un seul mort, qui s'appelait Guy Chevalier, c'était pas un Algérien. Voilà, donc je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Algérie, l'histoire à l'endroit, donc de Bernard Lugan, et vous pouvez vous le procurer, chers auditeurs, en tapant tout simplement l'Afrique réelle, et vous aurez tous les renseignements nécessaires. En allant sur mon blog, tout était. Merci Bernard Lugan. Merci.